Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va présenter nos exposés qui est présenté par Bouassria Doha, Ibn Shaib Sissam et encadré par M. Hicham Al-Khalifi. Notre exposé d'aujourd'hui parlera de figures et concepts clés de l'éducation de le 19e et la première moitié du 20e siècle. Pour discuter ce sujet, notre présentation s'articulera autour de 3 parties. Alors, premièrement, nous allons voir la définition de l'éducation. Et deuxièmement, nous allons nous focaliser sur l'éducation dans le 19e siècle. Dans cette partie, on va voir la pédagogie moderne, le rôle de l'instruction et de l'éducation, évolution de la pédagogie, discipline de Jean-Jacques Rousseau-Pestalozzi, programme pour l'enseignement élémentaire, Émile Durkheim sociologie, l'éducation des femmes. Et troisièmement, nous allons voir l'éducation de la première moitié du XXe siècle. Tout d'abord, en commençant par la définition de l'éducation. L'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaité. L'éducation permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et l'intégration sociale de l'individu. L'éducation de l'enfant et de l'adolescence repose sur la famille, l'école, la société, mais aussi sur des lectures personnelles et sur l'usage des médias comme la télévision ou Internet. Passons maintenant à la pédagogie moderne trouve sa voie. Sur le plan pédagogique, le 19e siècle veut les idées du Jean-Jacques Rousseau trouvent leur application pratique. La psychologie de l'enfant fut étudiée d'une manière scientifique et l'éducation se libéra de la fantaisie des pédagogues pour devenir un art rationnel relevant des lois induites de l'expérience. La plupart des grands principes de l'enseignement primaire feront réaliser soit définitivement, soit temporairement. Avec la fin du monopole de l'Église, la politique de l'enseignement passa en main de l'État qui multiplia les écoles primaires. L'idée d'obligation scolaire et de gratuité scolaire feront mise en application mais rapidement abandonnée, tandis que les prêtres continueront à enseigner. La liberté d'enseignement fut proclamée, mais le niveau primaire fut placé sous le contrôle de l'État. Avec la tentative de créer une école normale à Paris en 1795, ce concrétisa l'idée de la nécessité de la formation des maîtres. Dans cette partie, on va voir le rôle de l'instruction et de l'éducation. La caractéristique de l'éducation au milieu du 19e siècle, c'est la croissance continue de son contenu culturel et humain. Le 19e siècle voit d'une part le rétablissement de toutes les disciplines exigées par l'évolution humaine et d'autre part l'extension constante du bénéfice de la culture et des zones de plus en plus larges de l'humanité. Ces deux idées sont guidées l'évolution de cette époque que l'on peut qualifier d'époque de transition vers un régime pas encore parfaitement réalisé. Le 19e siècle est le siècle du progrès, du travail, de la science. Celle-ci est devenue un besoin, un droit. Toutes les classes de la société séduites par l'espoir de la fortune et des honneurs récompensent du travail intellectuel ou du travail matériel basé sur la science réclame une instruction variée et profonde, une émulation féconde s'est emparée de tous les esprits. Les travailleuses souhaitent que leurs enfants puissent s'instruire. Et maintenant, on va voir la partie de l'évolution de la pédagogie. La pédagogie du 19e siècle mit à profit toutes les sciences et en particulier la psychologie pour favoriser l'action de l'école. Auparavant, les professeurs enseignaient
d'après les usages et l'instituteur ne déposait pratiquement d'aucune méthode, toutes communiquaient des connaissances mais ne formaient nullement les enfants. Au XIXe siècle, la pédagogie devint la science par excellence, le mobilier, le bâtiment scolaire, l'instituteur et les méthodes toutes assura à l'élève la santé du corps et de l'esprit. Les parents s'intéressèrent aux méthodes et aux programmes. C'est essentiellement grâce à leur participation de l'éducation physique fut introduite dans l'école. Si le début du XIXe siècle avait été marqué par un retour aux lettres classiques, tout en accordant aux sciences une place de rapport avec leur importance, progressivement un équilibre s'établit, les progrès réalisés dans toutes les branches des sciences humaines, rendant impossible des études générales approfondies, il devint nécessaire de spécifier et de créer des enseignements séparés, humanité et sciences, afin de permettre d'atteindre le plus haut degré de perfection dans la voie où chacun se déroule. Le but dominant de l'éducation moderne était devenu utilitaire. On demanda à l'école de préparer rapidement des esprits pratiques et sérieux, de former une société qui acquit et conserva la supériorité matérielle. Pour cela, les sciences étaient les études par excellence. L'école se devait donc de vulgariser les sciences et de les fortifier. L'enseignement primaire comportait des branches qui devaient former le jugement et instruire pour la vie pratique. L'histoire s'attachait à la portée des événements plus qu'aux événements eux-mêmes. La géographie accordait la primauté aux richesses naturelles, industrielles et commerciales, à la situation morale et politique des peuples. Le programme comprenait également des notions de sciences naturelles et des leçons de choses, de la gymnastique, de la musique et parfois des travaux manuels. Tout d'abord, nous allons voir discipline de Jean-Jacques Rousseau. Ses idées au sujet des buts de l'éducation de Pestalozzi. Premièrement, l'éducateur n'imposera pas son but ni ses idées à l'enfant. Il développera les dispositions naturelles de ses élèves. Deuxièmement, elle ne proposera pas un but uniforme puisque la société présente de multiples différences. Troisièmement, l'éducation sera complète. Elle embrassera à la fois le développement physique, intellectuel, moral et même professionnel. Passons maintenant à un programme pour l'enseignement élémentaire. Pestalozzi considère l'étude du nombre et le calcul comme la branche la plus favorable à ouvrir l'esprit. L'effort obtenu par l'exercice du raisonnement était le but principal. Les connaissances acquises n'étaient que secondaires. Sa démarche partit de l'intuition à l'aide des doigts, de prières ou de bâtonnets, passer par le tableau des unités pour arriver à l'abstraction et se terminer par le calcul chiffre. Pestalozzi critiqua l'emploi abusif du livre. Elle demandait une préparation à la vie réelle par des connaissances pratiques comprenant le développement des aptitudes physiques à l'aide d'exercices rationnels. Dans cette partie, on va voir Émilie Durkheim. C'est une sociologue. Sociologue français né à Épinal en 1858. Émilie Durkheim, agrégée de philosophie, fut professeure de pédagogie et de sciences sociales à Bordeaux en 1887, puis à la Sorbonne en 1902. En 1913, ce poste devint la chaire de sociologue fondateur de la revue L'Année sociologique. En 1896, elle anima l'école française de sociologie. Parmi les idées essentielles d'Émilie Durkheim,
Nous avons retenu que l'autorité joue un grand rôle et l'effort doit être pénible pour nous dépasser, que l'éducateur doit avoir une grande autorité. Chaque société se fait un certain idéal de l'homme et ce qu'il doit être tant en morale basée sur la confiance et le respect, que l'éducation varie dans le temps et l'espace puisque point de vue physique qu'au point de vue intellectuel. Il insista tout particulièrement sur l'importance du rôle joué par la société pour lui. La sociologie doit être à la base de la pédagogie. Comme les sociétés changent, les modèles pédagogiques doivent s'adapter à ces changements. Maintenant, on va parler de l'éducation des femmes. Les défenseurs de l'éducation des femmes. Sous la pression croissante des idées, la femme mieux comprise comme être intelligent et sensible est élevée pour l'importance du rôle qu'il remplit dans la société. Préparer pour une vie indépendante, reçu enfin un enseignement en rapport avec sa dignité et sa mission. Le 19e siècle a été le plus juste pour la femme que les siècles précédents. Il réclama pour la jeune fille une instruction qui lui permet de cultiver ses facultés, de s'assurer une existence indépendante et de mieux remplir ses devoirs envers la société. En tant que première institutrice de ses enfants, la femme devait être initiée aux moyens de remplir sa mission. En tant que femme de ménage, elle devrait être initiée à l'éducation morale, à la science pratique, de la dépense et de l'épargne. L'instruction primaire a été rendue obligatoire et gratuite. L'enseignement moyen a été organisé. À côté des écoles privées, se sont ouvertes des écoles officielles. L'enseignement professionnel initia la jeune fille aux travaux de ménage et à l'économie domestique. Dans plusieurs États, les jeunes filles eurent accès aux études supérieures. Finalement, on passe maintenant à l'éducation dans la première moitié du XXe siècle. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les courants d'idées deviennent de plus en plus complexes. La réalisation des idées issues de la Révolution française, la progrès technique avec l'avènement du machine et ses répercussions économiques telles que la prolétarisation des vies, les découvertes scientifiques et le développement des sciences nouvelles comme la psychologie et la sociologie influenceront les conceptions philosophiques et pédagogiques. Les conceptions pédagogiques varient en conséquence et il est dès lors difficile d'établir des distinctions catégoriques entre elles car bien souvent elles sont trop pénétrantes et s'influencent réciproquement. Les dernières années du XIXe siècle avaient été marquées par des critiques amères de l'école existante. On lui reprochait essentiellement de manquer d'intérêt, son enseignement trop théorique et uniforme, de réaliser que partiellement son but, se limitant à donner quelques notions et négligeant sa tâche principale, la formation des caractères et des intelligences. Ces méthodes étaient peu attrayantes, son horaire opérationnel et l'éducation physique insuffisante. Les critiques s'adressaient principalement à la pédagogie et surtout à sa base, la psychologie classique considérée comme l'œuvre de quelques psychologues qui se sont observés et sont observés des adultes, mais pas les enfants. À la fin du XIXe siècle, se développèrent deux tendances parallèles, le mouvement de l'éducation nouvelle et la tendance dite de pédagogie expérimentale, qui ne s'opposaient pas mais se confondaient pas non plus. Elle relevait de deux attitudes d'esprit. La première relevait d'une attitude philosophique, la seconde d'une attitude expérimentale.
technicienne. Les pionniers de l'éducation nouvelle furent des médecins, éducateurs par vocation, des artistes qui appuyaient sur l'intuition et l'impression personnelle et avaient tendance à sous-estimer les techniques d'analyse et de planification quant à la tendance pédagogie expérimentale. Elle est née de la psychologie expérimentale et du positivisme. Elle applique la méthode expérimentale à des faits éducatifs.